On parle aujourd'hui dans Smart Tech de la lutte anti-drone qui est devenue donc un sujet de défense nationale. On en parle avec le colonel Jean-François Morel, officier chargé de la direction des opérations et de l'emploi de toute la gendarmerie nationale. On parle de l'ordre public, la sécurité publique, du renseignement, police judiciaire. Colonel Jean-François Morel, vous êtes diplômé de l'école de guerre, vous avez été auditeur de la session nationale du Haut Comité français à la défense civile et vous êtes diplômé du cycle des hautes études du ministère de l'Intérieur. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de participer à la remise des diplômes. Félicitations. Merci. Avec nous également Hervé Grandjean, qui était précédemment conseiller pour les affaires industrielles de la ministre des Armées Florence Parly, et vous avez été nommé en janvier de cette année porte-parole du ministère des Armées. Vous êtes polytechnicien, ingénieur en chef de l'armement, diplômé de l'école polytechnique et de l'ENSTA Paris, et docteur en mécanique des fluides et lauréat du prix de thèse de l'Académie de Marine. Voilà, nous avons donc un très beau plateau aujourd'hui pour parler de cette défense qui se retrouve confrontée à une nouvelle menace qui est celle donc des drones. Alors je voulais qu'on démarre ensemble, Hervé Grandjean. Déjà sur cette menace, comment est-ce que vous la qualifieriez? Elle est importante, croissante ? Oui, elle est prégnante et elle est plutôt exponentielle. On le voit sur les théâtres d'opération. On l'a vu en 2020 au niveau du Haut-Karabakh, donc ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où des drones kamikazes ont été employés. On se souvient tous en 2019 de l'attaque par des Houthis en Arabie Saoudite d'installations pétrolières. Et puis en 2018, c'était dans le domaine plus civil, mais les aéroports de Gatwick et d'Oslo avaient été bloqués pendant plusieurs heures à cause de l'intrusion de drones. Donc on voit aussi sur nos emprises du ministère des Armées un nombre croissant de drones qui peuvent venir se rapprocher d'un peu trop près, que ce soit sur le territoire national ou en opération extérieure. Donc il y a un besoin de réagir à cette menace et c'est la raison pour laquelle on déploie un certain nombre de systèmes pour parer cette menace prégnante. Alors Jean-François Morel, vous, ce niveau de menace, vous le constatez au quotidien également sur le territoire national? Est-ce qu'on a parlé des exemples à l'étranger? Alors c'est pour le territoire national un travail en lien avec les services de renseignement pour connaître cette menace qui est à l'extérieur et la prévenir sur le territoire national. Sur le territoire national, heureusement, pour l'ordre, nous sommes plutôt essentiellement face à des mésusages, c'est-à-dire des pratiquants de drones de loisirs qui ne respectent pas les règles de la circulation aérienne. Et nous avons... Qui peuvent poser des problèmes de sécurité. Exactement, parce qu'ils survolent des sites que nous protégeons, ils peuvent surveiller également des opérations que nous menons et intervenir notamment à l'occasion de grands événements. Donc c'est tout un équilibre et une surveillance accrue qu'il faut mener pour se prévenir de ces mésusages qui peuvent provoquer des collisions et puis qui peuvent parfois viser à l'espionnage, au sabotage et malheureusement peut-être demain, et nous y sommes vigilants, à des attaques car il y a une véritable possibilité et expertise en la matière qui est développée notamment sur les théâtres d'opérations terroristes. C'est ça, si on essaye de regarder le type de menace aujourd'hui que représentent les drones, la première, c'est laquelle? C'est l'espionnage, c'est-à-dire simplement d'envoyer une caméra survoler un site protégé? Oui, il y a plusieurs catégories effectivement d'attaques de drones. Ça peut être des attaques saturantes, c'est-à-dire un grand nombre de drones qui essayent de saturer des systèmes de défense aérienne pour permettre à un autre drone ou un avion de chasse, par exemple, de pénétrer dans un espace aérien. C'est un brouillage, en fait. Oui, plutôt une saturation, c'est-à-dire que vos capteurs qui sont là pour détecter une menace aérienne sont tellement occupés à suivre un essaim de drones, des dizaines ou des centaines de drones, que lorsque la véritable menace arrive, eh bien vous ne pouvez plus la détecter parce que vos capteurs sont déjà occupés. Ça peut être des actes d'espionnage, effectivement, vouloir prendre des photos, faire du renseignement au-dessus d'un site sensible, par exemple, qui intéresse la défense nationale, la dissuasion. Et ça peut aussi... effectivement, être des drones kamikazes, comme on l'a cité, c'est-à-dire des drones qui n'emportent pas nécessairement de charge, mais qui vont se suicider, en fait, qui vont se jeter, sur une cible qu'ils ont repérée pendant leur Il y a des drones aussi qui embarquent des charges explosives? C'est une possibilité qui a déjà été constatée, c'est quelque chose qui n'est pas très difficile à réaliser. On a aujourd'hui sur le territoire national des dépôts d'objets, c'est notamment autour des centres de détention, des maisons d'arrêt. Il est osé aujourd'hui de passer un dispositif de défense en profondeur avec cet objet de quelques kilos qui vole 20 à 30 minutes et qui peut être acheté très aisément sur le marché. On est face à cette prolifération aujourd'hui des drones de loisirs, donc il faut y être vigilant et puis ce sont des objets qui peuvent chuter et donc présenter des risques pour la population qui est au sol, notamment à l'occasion des grands événements. Ça fait combien de temps qu'on a pris conscience de la menace que pouvaient représenter les drones ?
Pour ce qui concerne le ministère des Armées, depuis le début des années 2010, depuis 2014, en réalité, on a constaté des intrusions ou des tentatives d'intrusion sur nos sites. Et donc, on s'est organisé pour parer ces menaces, pour les détecter, pour les brouiller. Le colonel a tout à fait raison. Il y a une prolifération de ces drones civils. On estime qu'il y avait en 2014 100 000 drones civils. Aujourd'hui, on en a 2,5 millions. N'importe qui peut aller dans un magasin se doter de ce type d'appareil. Donc, effectivement, ce qui est compliqué, c'est ensuite de discriminer parmi tous ces drones ceux qui sont, je dirais, des drones purement civils, de ceux qui peuvent avoir un usage malveillant. Et donc, dans ce triptyque, dans la lutte anti-drone, qui est de détecter un drone, de le caractériser et puis éventuellement de le neutraliser ou de le mettre à terre, la phase de caractérisation est compliquée parce qu'il faut être capable de discriminer entre le drone ami ou en tout cas non malveillant et le drone véritablement malveillant. Évidemment, le plus rapidement possible. Exactement. Qu'est-ce que ça représente comme activité pour la gendarmerie nationale aujourd'hui, cette lutte anti-drone ? Alors pour notre part, et le ministère de l'Intérieur, nous avons débuté par ce laboratoire qui a été l'Euro 2016 de football, qui était le grand moment des premiers déploiements de systèmes de lutte anti-drone. Aujourd'hui, pour la gendarmerie nationale, c'est à peu près 350 opérations par an, qui représentent environ 700 jours d'emploi pour nos opérateurs, qui sont répartis sur le territoire national. Nous avons formé un certain nombre d'opérateurs, un gros millier sur le territoire national, et nous avons une unité dédiée à Paris au sein de la garde républicaine. Nous opérons sur un certain nombre de grands événements. Nous sommes par exemple en ce moment au Festival de Cannes. Nous allons assurer et nous assurons la sécurité du Festival d'Avignon. Nous sommes déployés sur un certain nombre d'étapes du Tour de France. Nous protégeons des grands événements à Paris, autour des palais nationaux. Chaque rassemblement nécessite un dispositif anti-drone ? De plus en plus aujourd'hui, les autorités administratives, les préfets de département sollicitent, en lien avec les organisateurs, à l'occasion de ces grands événements, la mise en place de cette brique supplémentaire qui est celle de la vigilance face à la menace dans la troisième dimension. Que dit la régulation française alors, puisqu'on est en train de s'apercevoir finalement, il y a déjà une première difficulté qui est de savoir est-ce qu'on est face à un drone grand public ami qui a dévié de sa route ou une vraie menace pour la sécurité intérieure. Que dit la régulation française ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire avec un drone ? Alors, en matière de circulation aérienne civile, c'est la Direction générale de l'aviation civile qui a édicté un certain nombre de règles. Donc, nous avons des règles de circulation. Il est interdit de survoler les agglomérations, les populations, de voler de nuit, de voler au-dessus de chez le voisin pour reprendre des images. Donc, il y a un certain nombre de règles. Ça arrive tous les jours, quand même. Et ça arrive tous les jours. Donc, pour notre part, cette mission de lutte anti-drone, elle a aujourd'hui aussi une vocation à réguler cette circulation aérienne. Notre ambition est un peu différente de celle des armées en matière de protection de site. Nous avons une mission policière entre guillemets et nous cherchons donc à repousser les objets et à les appréhender, tout comme interpeller les télépilotes afin de vérifier qu'ils sont en conformité avec la réglementation et auquel cas, s'ils ne le sont pas, les sanctionner, et ces sanctions peuvent aller notamment jusqu'à des peines délictuelles et à la saisie de leur drone. C'est-à-dire qu'en fait, soit on fait voler son drone dans son jardin, un lieu privé, Exactement. Soit on fait comme avec sa voiture de course, si on veut rouler un peu vite, on va sur un circuit. Exactement, il y a des espaces et des zones réglementées, notamment autour de la pratique de l'aéromodélisme qui permettent la pratique du drone de loisir aujourd'hui dans des conditions réglementées. Et on a sur le site de la DGAC également une cartographie des zones qui permettent de pratiquer le drone en toute sécurité, loin des agglomérations notamment. Alors si je reviens à la menace sécuritaire, quelle est la doctrine française en matière de lutte anti-drone ? Comment est-ce qu'on réagit ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire aussi, nous, en termes de défense ? Est-ce qu'on abat directement un drone, par exemple, qui nous semble suspect ou dangereux ? Alors aujourd'hui, la technologie pour neutraliser le drone, ou empêcher que le drone ne se rapproche trop près de l'emprise qu'on veut protéger, c'est une technologie basée sur le brouillage. Les drones, ils sont soit téléguidés par un pilote physique, soit ils suivent un motif avec des coordonnées GPS. Et donc, ce qu'on fait avec, alors c'est soit des fusils, soit des outils un petit peu plus gros qui permettent de brouiller les ondes électromagnétiques que reçoit le drone, eh bien, c'est de faire perdre le sens de l'orientation à ce drone. Et donc, effectivement, soit qu'il revienne vers son pilote, soit qu'il se pose à terre directement, mais en tout cas qu'il ne rentre pas dans cette espèce de bulle de défense qu'on essaye de mettre autour de chacune de nos emprises. Donc ça, c'est la technologie d'aujourd'hui. Néanmoins, les technologies, elles évoluent. C'est une version plus pacifiste que ce que je proposais. Alors, ce que vous décrivez, on l'a vu il y a quelques jours, et c'était une première en Europe. La ministre des Armées, Florence Parly, s'est rendue à Biscarrosse pour voir la démonstration d'une neutralisation
neutralisation par arme laser. Ouais. Donc concrètement, on prend un laser qu'on focalise sur un drone qui là était à 1 km de distance. Ça fait chauffer très fort la structure de drone et le drone finalement finit par tomber au sol parce que ces systèmes de navigation sont mis hors d'état. Donc pourquoi c'est important de développer ce type de technologie? Parce que ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les drones puissent être télépilotés par une personne physique ou puissent suivre des motifs GPS, c'est des technologies qui sont tout à fait valides aujourd'hui, mais qui demain pourraient devenir un peu obsolètes parce que les drones deviennent de plus en plus, avec l'intelligence artificielle, capables de se mouvoir sans intervention humaine ou sans intervention GPS. Et donc dans ce cas-là, on comprend que le brouillage devient inopérant. Donc évidemment, ce type de démonstration pose tout un tas de difficultés quand on parle de la protection d'un stade ou d'emprise avec du public. Mais pour ce qui est une emprise de la défense nationale, on n'a pas vraiment d'état d'âme, à vrai dire, sur le fait de neutraliser un drone et de le faire tomber. Et donc c'est pour ça que c'était très important de se doter, et donc ça commence à être le cas dans les armées françaises, de capacités d'armes laser qui peuvent mettre au sol un drone. En matière d'équipement, justement, et de technologie, comment se situe la France? Comment est équipée notre gendarmerie nationale? Alors on a un certain nombre de sociétés, notamment celles qui travaillent avec l'Agence d'innovation de défense, qui des sociétés françaises phares qui développent des technologies, alors autour de la détection notamment par radiofréquence, autour de la neutralisation par le brouillage, mais également avec des solutions de lance-filet. Je reste moi toujours sur l'idée d'appréhender et de capter en sécurité ce drone. Nous sommes équipés avec des technologies d'aide à la détection sur la base de radiofréquence, avec des technologies de brouillage de courte et moyenne portée, mais aussi des lance-filets. Donc on a une gamme graduée de riposte, parce que c'est bien celle-là que nous mettons en place. C'est une riposte graduée, proportionnée. Nous essayons, par ces technologies, de donner un signal au télépilote. Il est dans une zone qui est interdite. S'il persiste dans son action, nous neutralisons la liaison qu'il a avec son drone aux fins de l'appréhender. Donc c'est bien une technologie graduée, proportionnée, et c'est l'essentiel de la riposte des forces de sécurité intérieure sur le territoire national dans l'ensemble de leurs pratiques. Et ça, on a une expertise spécifique en France par rapport à nos voisins européens, ou au-delà d'ailleurs des frontières européennes, où tout le monde est à peu près aligné? Alors ça dépend des technologies dont on parle. La France est plutôt en tête sur les technologies de détection de brouillage. Sur la partie neutralisation que j'ai évoquée tout à l'heure, avec une arme laser, les Américains et les Israéliens sont un petit peu devant. Ça commence à être opérationnel véritablement dans leurs forces. Mais en Europe, sur cette partie neutralisation, la France est vraiment leader de cette technologie. Et donc on va évangéliser chez nos voisins, parce que c'est quand même, finalement, on a besoin d'une coopération internationale en matière de lutte anti-drone. Alors exactement, sur ces pratiques, nous travaillons beaucoup dans des groupes de travail, soit au sein de la Commission européenne, soit au sein d'Europol, soit au sein également d'Interpol, dans sa partie technologique à Singapour. Et nous avons des séquences où nous partageons les bonnes pratiques en la matière. Et sur le sujet de la lutte anti-drone de sécurité intérieure, la gendarmerie nationale est à des standards plutôt élevés, comme les autres acteurs du ministère de l'Intérieur qui sont concernés. Et on a en homologue un peu performants les Espagnols, notamment, de la garde civile, des Finlandais, mais aussi les Allemands du BKA, qui, forts d'une expérience particulière sur ces incidents de drones, ont développé très rapidement. On avait vu un drone qui était venu devant Angela Merkel. Exactement, et depuis, donc, les services de protection, de protection allemands ont beaucoup travaillé sur cette thématique, et on échange assez régulièrement dans des groupes de travail dédiés avec ces partenaires qui développent comme nous une véritable expertise. Voilà. Bon, on va avoir des choses spécifiques là, au 14 juillet autour des drones. Ça fait déjà quelques grands événements que collectivement les forces de sécurité, les forces de défense sécurisent ces événements. On avait sécurisé le G7 à Biarritz, on a sécurisé le 14 juillet, le Salon du Bourget. Donc il y a effectivement un dispositif de sécurité aérienne pour ce défilé du 14 juillet. L'échéance qu'on a tous en tête. Excusez-moi de vous interrompre là-dessus. C'est transparent pour les spectateurs, où ils vont voir? Non, ils ne voient pas. Comment s'organise cette protection? Non, ils ne voient pas. Ils ne voient pas et c'est normal. C'est normal qu'ils ne le voient pas. Ils sont là pour profiter du spectacle. Les grandes échéances qu'on a en tête, c'est la Coupe du Monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Donc vraiment, tout l'écosystème de lutte anti-drone étatique se met en mouvement pour offrir des conditions de sécurité absolument maximales pour ces deux grands événements. Au ministère des Armées, on est déjà doté de 18 systèmes qu'on appelle MILAD qui permettent de détecter et de brouiller les drones. On en achète 10 à 15 autres. Donc on vient de lancer un appel d'offres. On les aura d'ici à peu près 18 mois, donc fin 2022. Et l'idée, c'est vraiment pour 2023 d'être au top niveau de la protection en matière de lutte anti-drone. On aura des drones aussi qui vont défiler demain ?
Alors, il y a un drone Reaper qui sera chargé de la sécurité aérienne du défilé. Donc, il ne sera pas là pour défiler en tant que tel, il sera là pour assurer la sécurité du dispositif. Les activités opérationnelles au sein de votre direction ressemblent à quoi? Il y a des déploiements de dizaines de gendarmes qui vont sur le terrain. Quand je dis est-ce que ça se voit, est-ce que ça se voit pas, à quoi ressemble cette lutte anti-drone sur le terrain? Alors pour notre part, nous déployons des kits, comme je l'ai expliqué. Nous en avons environ 35 sur le territoire national. Donc au gré des besoins des autorités administratives et des opérations que nous sécurisons, nous déployons des équipes, plutôt des équipes légères. On travaille nous plutôt au niveau tactique. Donc je vous ai parlé de dispositifs d'aide à la détection. Il y a une importance de l'humain néanmoins dans la prise de décision. Nous ne sommes pas sur des dispositifs automatiques, nous sommes sur des dispositifs où c'est l'acteur humain qui enclenche son action de neutralisation. Donc c'est plutôt des dispositifs légers, plutôt discrets et qui sont plutôt en toiture ou sur des points hauts pour sécuriser des événements, des déplacements, des convois ou des opérations, puisque face à nous, aujourd'hui aussi, en matière d'ordre public, nous avons des drones qui sont chargés d'observer nos manœuvres et parfois de perturber notre action. Donc nous nous autoprotégeons aussi en la matière. Comment vous voyez les choses évoluer en matière de drones? On parlait de la question de leur armement. Est-ce qu'il y a des choses encore sur lesquelles on doit innover, trouver des partenariats technologiques? Est-ce qu'on a d'ailleurs les partenaires technologiques nécessaires en France? Il y a pour le ministère des Armées un enjeu de mobilité, c'est-à-dire que les systèmes dont on est doté aujourd'hui sont là pour sécuriser des emprises qui sont fixes. Mais quand vous êtes déployé sur le terrain à Barkhane, par exemple, au Sahel, et que vous bivouaquez de place en place, vous avez besoin d'emporter avec vous des systèmes de lutte anti-drone, parce qu'on sait que les groupes armés terroristes peuvent tenter d'attaquer des emprises par drone, ou quand vous êtes à bord d'un bâtiment de la Marine nationale au mouillage, là aussi, il peut y avoir des survols ou des attaques de drones. Donc les systèmes qu'on a développés à ce stade pour sécuriser des emprises fixes sur le territoire national ou en opération extérieure, il faut qu'on réussisse à les rendre plus mobiles. Donc il y a en ce moment même des expérimentations pour adapter un dispositif de lutte anti-drone sur des véhicules de l'avant blindé qui sont des véhicules blindés utilisés par nos forces armées à Barkhane, au Sahel. Et sur la question des partenaires technologiques, vous travaillez avec des start-up françaises? Avec qui vous travaillez? Alors on travaille avec un certain nombre d'entreprises françaises. On peut en citer plusieurs. MC2 Technologies, Cerber, CS Group par exemple, qui déploie des capacités notamment pour la préfecture de police, pour le RAID, pour la gendarmerie nationale. On a un certain nombre d'entreprises et de start-up. C'est un écosystème qui est en développement, qui a de l'intérêt. La difficulté pour le marché de sécurité intérieure, que c'est une niche un peu plus réduite au regard des possibilités qu'offre le marché défense. Mais néanmoins, le défi pour ces entreprises, c'est de nous proposer des outils qui répondent à la fois aux ambitions du marché, mais aux besoins de sécurité intérieure qui sont d'appréhender et de neutraliser en sécurité. C'est tout le défi pour nous demain, c'est d'avoir ces technologies avec la 5G, avec les vols autonomes, avec les vols en essaim, qui nous permettent demain de continuer à neutraliser ces objets. Et puis surtout, le point clé, c'est la discrimination dans l'espace aérien, dans un monde qui demain, avec des smart cities de plus en plus connectés, avec des objets environnants de plus en plus mouvants, de discriminer ce qui est malveillant du drone qui est utile à la vie sociétale. Pas simple. Est-ce qu'on vous verra sur les Champs-Élysées demain? Alors j'y serai avec une délégation étrangère sur le thème de la lutte anti-drone et je ferai profiter à nos hôtes de la démonstration de nos forces sur le 14 juillet, mais je crois que surtout... Moi j'y serai sur une chaîne concurrente de la vôtre pour c'est pas grave. On aime tout le monde et on est ravis de vous avoir eu avant. Merci beaucoup Jean-François Morel. Je rappelle que vous êtes officier chargé de la direction des opérations et de l'emploi de la gendarmerie nationale et Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées. Juste après la pause, on s'envole plutôt vers les vacances et on va voir quelles sont les précautions à prendre pour protéger nos données personnelles.